Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce live. Alors bonjour, bonjour, bonjour. Alors, je vais inviter Charlotte qui va nous rejoindre d'ici quelques secondes. Bienvenue à tous. Ça y est, Marilyn, Ah, voilà, tu as réussi. je suis trop contente, je suis trop contente. Bon, il faut savoir, alors, donc c'est la première fois que je fais un live sur Instagram. J'avais déjà été invitée à participer à des lives, mais j'en ai jamais fait un que j'ai lancé moi-même. Donc voilà. Et, Ouais, euh, une première et je fois. suis vraiment d'autant plus honorée que ce soit toi, Charlotte, qui participe à ce premier live. Ça me fait vraiment très, très plaisir de t'accueillir. Bon, écoute, je t'accueille dans une ambiance Noël, hein. Tu as l'arbre en vert, moi en rouge. Ah, on est dans l'ambiance Merry Christmas. Et ben, c'est parfait, c'est parfait. Je crois que c'est exactement ce qu'il nous faut aujourd'hui. Et ça ira très bien aussi avec le thème. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et puis avec cette journée quand même assez sensationnelle, parlons-en quand même, hein. Putain, Oui. c'est quoi cette journée? Non, oui, c'est un bonheur d'être là. Je te remercie beaucoup. Et puis je suis trop, trop contente. En plus, c'est une thématique que j'ai jamais vraiment abordée finalement. En tout cas, pas sous cet angle. Je ne sais pas vraiment ce que tu nous réserves, mais j'ai quelques intuitions. Bon, bah écoute, non, je suis super contente parce que je pense qu'en plus, s'il y a vraiment une personne que j'avais envie de faire parler sur ce thème, c'est toi. Parce que pour moi, il y a une, enfin, tu incarnes l'amour, tu incarnes cette ouverture. Donc c'est vrai que quand j'ai eu cette envie de t'interviewer pour aujourd'hui, j'ai vraiment choisi ce thème, j'ai envie de dire sur mesure, mais en même temps voilà, ça coulait de source. Trop cool. Je suis trop contente. Donc, bienvenue déjà, tous ceux qui nous rejoignent. Si vous désirez poser des questions, participer dans ce live, n'hésitez pas. On verra si on a le temps de faire une petite partie questions-réponses à la fin, mais ça serait vraiment très très chouette. N'hésitez pas aussi à nous envoyer de l'amour avec des petits cœurs, on en a toujours besoin. On voit défiler là, tu sais, sur le côté. C'est trop bien, ça fait hyper plaisir. Et voilà, ben, c'est vrai que ben, je le répète, mais vraiment Charlotte, je suis très très honorée que tu aies accepté mon invitation. Tu es une personne que j'ai découverte il y a quelques mois et qui est arrivée vraiment on peut dire à point nommé dans ma vie. Et j'ai cette citation qui me vient là en tête, hein, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Et je crois que c'est exactement ce qui s'est passé. Euh, tu es arrivé à un moment, je crois, où j'avais besoin de capter, enfin, de comprendre, de recevoir aussi ces messages que tu transmets. Et, euh, et c'est vrai que je les ai vraiment intégrés, je les ai accueillis d'une manière que ça a résonné très, très, très fort chez moi. Et il y a eu vraiment un coup de cœur énorme. Et ça m'a fait, enfin, en tout cas, ça m'a fait beaucoup évoluer, comme je pense que tu fais évoluer beaucoup de personnes. Et voilà, je suis très, très reconnaissante d'avoir fait ta connaissance. Et c'est vrai aussi que il y a beaucoup de choses qui résonnent entre ton parcours et le mien, Mm. sur des éléments, on va dire, très, très globaux, et puis sur des choses aussi beaucoup plus spécifiques. Donc moi, je me suis renseignée aussi sur ton parcours, sur ce que tu as vécu. Il y a énormément de similitudes. Et il y a aussi une chose que je voulais relever, parce que ça aussi, ça a fait vraiment le tilt, c'est ce livre de la prophétie des Andes, Oui, qui a été, en tout cas pour moi, vraiment un gros déclic dans ma vie quand j'ai découvert ce livre. Et je sais que toi aussi, ça a été un livre qui a fait tilt. complètement. Ah ouais, non, mais complètement. Mais c'est vrai qu'il y a eu il y a eu une bascule. Pourtant, je l'avais déjà lu, hein. Je l'ai lu au tout début parce qu'on me l'avait conseillé comme ça. Et puis j'avais pas percuté parce que je m'étais arrêtée à l'histoire, tu sais. Et après, j'ai été amenée à le relire et à percuter quelque chose, puis le relire, puis le relire, puis le relire. Et là, vraiment, j'ai mis en pratique le livre, ou plutôt le livre s'est mis en pratique dans ma vie. C'était très étrange, hein. Ouais, c'était très fort. Vraiment chouette ce Exactement. Puis je livre. trouve que c'est justement aussi un livre qui parle beaucoup de cette ouverture et du cœur. Donc Ah, voilà, ça c'était juste pour le petit clin d'œil. Et c'est vrai que moi j'aime bien dire que je crois que je l'ai écrit, mais je te vois un peu comme c'est pas péjoratif, mais vraiment comme une vieille âme, vraiment remplie de sagesse, avec un énorme parcours. c'est péjoratif, ça, Marilyn, hein.
Alors, vieille peut-être pas, mais en tout cas, on va dire très expérimentée, voilà. Dans un corps, enfin, dans une apparence finalement jeune et vive. Et depuis le début, je me dis, mais comment cette personne qui a l'air aussi jeune peut avoir une telle maturité et un tel parcours de vie. Donc voilà, vraiment, c'est ça qui m'a donné envie de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. Et d'autant plus sur ce thème de l'ouverture à l'amour. Bah, c'est chouette. Merci beaucoup, Marie. Je suis trop contente. Moi aussi. Donc voilà, bah, peut-être pour commencer, si tu voudrais, si tu veux nous dire en quelques mots finalement qui tu es, au-delà d'une éveilleuse, réveilleuse de conscience, on peut dire un peu chamane, un peu yogi, qui organise des magnifiques retraites. Est-ce que tu as envie de nous dire avec tes mots qui tu es? C'est toujours la question délicate, tu sais. Bah, en fait, je suis un petit peu comme tout le monde, hein, finalement. Je suis sur mon parcours et puis je suis ce que le parcours me guide à faire. Aujourd'hui, je suis amenée effectivement à avoir tous ces groupes autour de moi et à avoir tout le temps plein de monde et puis c'est toujours une effervescence et c'est magnifique. Et j'étais amenée justement à découvrir tous tes outils et comme tu dis, à éveiller ou à réveiller cette connaissance intérieure que je réveille toujours aujourd'hui, hein. Je dirais que c'est tous les jours comme un réveil en fait perpétuel. C'est comme si à chaque instant, ça se réveillait davantage, comme si ça se téléchargeait, comme si finalement à chaque instant où je faisais de la place à l'intérieur de moi, il y avait de l'espace qui se créait pour pouvoir télécharger cette connaissance que je connais déjà mais que j'ai oubliée. Et c'est toute l'histoire de ce parcours qui a débuté véritablement il y a 3 ans, où il y a eu cette espèce de réveil intérieur et cette espèce d'espace qui s'est créé en moi. Et depuis, c'est comme si c'était un téléchargement perpétuel. Tous les jours, j'apprends un truc. Tous les jours, il se passe un truc. Et tous les jours, j'expérimente et c'est assez magique. Et en fait, je témoigne de ça dans les retraites. Je témoigne de ça sur YouTube. Je témoigne de ça partout. Je suis en fait, je dis souvent ça, ça me fait rire, mais je suis mon propre objet d'étude et ce propre objet d'étude sert d'exemple. Voilà. C'est vraiment comme ça que je le vois, hein. C'est une espèce de grand bureau d'expérimentation, ce merdier là, comme ça. Et puis, je transmets ce que je vis, en essayant, bien sûr, avec le plus on va dire, le plus de limpidité et le plus d'authenticité, ce qui est pas toujours facile, parce que quand on se retrouve face caméra, il peut y avoir un petit instant de mais en fait, c'est magnifique de pouvoir dire simplement ce qu'on ressent et mettre des mots sur ce qu'on ressent pour pouvoir justement parler à l'autre à travers des mots intelligibles. Et on me dit souvent que je simplifie la spiritualité ou que je la vulgarise. Et moi, je dis souvent que bah non, je remets juste les choses là où elles doivent être, c'est-à-dire il n'y a rien de compliqué là-dedans, en fait. Tu vois. Donc voilà, aujourd'hui, c'est vraiment une mission de transmission, de spontanéité, en fait. C'est dans l'instant, je fais ce que j'ai envie de faire. Vraiment dans cette spontanéité, cette légèreté. Voilà. Voilà ce que je fais, voilà qui je suis. Je sais pas comment mieux le dire. Bon, voilà quoi. En gros, mais je suis comme tout le monde, hein. Je mange, je bois, je dors. Mais non, non, mais c'est très bien. En tout cas, c'est vrai qu'on sent cet appel du cœur aussi qui est très, très fort chez toi. Donc, tout ce que tu fais, c'est vraiment, comme je disais, c'est aussi une incarnation de l'amour. Et, euh, et c'est pour ça que je voulais aussi justement te demander, parce que moi, je suis très curieuse de connaître ton parcours par rapport à tout ça, par rapport à l'amour, par rapport à cette ouverture, par rapport à tout ce cheminement spirituel. Et, euh, et je voulais savoir, bah, pour toi, qu'est-ce que c'est finalement s'ouvrir à l'amour? Eh oui. Alors moi, c'est assez récent, hein. On va dire qu'il y a eu en tout cas, ce goût, cet élan spirituel, ça s'est réveillé au décès de mon père. Donc, quand j'avais 22 ans, aujourd'hui j'en ai 29, à 22 ans, il y a eu cet appel. Ça a été la première étape. Mais ça n'a pas été l'ouverture du cœur à ce moment-là. En fait, finalement, ça a été une réponse à un cœur brisé. Donc, au contraire, ça a été quelque chose d'assez douloureux. Et donc, il y a eu cet appel de comprendre ce qui était en train de m'arriver et puis de régler aussi des problématiques que j'avais eues avec mon père et des fameux contentieux. Et donc, il y a eu cet appel qui a duré un petit bout de temps, qui s'est traduit par une exploration. Cette exploration, elle s'est faite beaucoup à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Je suis partie voyager, j'ai vachement exploré, j'ai beaucoup expérimenté. Et puis, finalement, oui, c'était très intéressant, j'ai appris beaucoup de choses, mais il y avait toujours pas cette ouverture du cœur. Il y avait beaucoup, beaucoup de mental, beaucoup de réflexion, beaucoup d'analyse. J'avais besoin de tout comprendre, de tout savoir, comme une soif insatiable de me remplir. En fait, j'ai passé quelques années comme ça à me remplir.
Et puis, il y a eu ce déclic, donc c'était il y a 3 ans, c'est au moment où j'ai rencontré mon conjoint. Donc j'étais partie au Pérou, là en l'occurrence, et puis on s'est rencontrés par tout un flux de synchronicité. Je pense qu'on pourrait écrire la prophétie des Andes en version avec ce qu'on a vécu, parce que c'est quand même assez fou quand même. Et donc on s'est rencontrés, et je dirais que c'est là où il y a eu un point de bascule par rapport à cette ouverture à l'amour. C'est en rencontrant l'amour que j'ai aussi un petit peu, ça a été comme un miroir inversé. C'est-à-dire, lui, en l'occurrence, qui émanait quand même vraiment une vibration, pour le coup, vraiment d'amour inconditionnel, m'a amené à me prendre conscience par effet de miroir inversé que j'étais complètement un cœur fermé, cœur de pierre, que j'étais dur, que j'étais dans le contrôle, que certes j'avais plein de connaissances spirituelles, mais j'appellerais pas ça la connaissance, j'avais du savoir et de la compréhension spirituelle, mais j'avais pas intégré ça dans mon cœur en fait, ce qui fait que j'avais plein de choses, je pouvais parler facilement, je pouvais faire plein de choses, donc je faisais même des soins énergétiques à l'époque, je faisais plein de choses, mais il n'y avait pas cette vibration intérieure qui était associée à ça. Tu vois le truc. Aujourd'hui, ce que je perçois beaucoup, je le vois beaucoup à l'extérieur et j'ai beaucoup de compassion pour ces gens-là parce que il y a des personnes comme ça qui ont des beaux messages, c'est magnifique ce qu'ils disent ou c'est magnifique ce qu'ils font, mais il n'y a pas la vibration qui va avec. Et ben moi, c'était un peu ça à l'époque. Et il y a eu ce grand tournant, cette rencontre, qui a été extrêmement bluffante pour moi parce qu'en rencontrant l'amour, bah, par effet de résonance, j'ai vu à quel point je l'étais pas, en fait. Et ça a été très difficile. J'ai eu une résistance énorme. Et d'ailleurs, il en parle, John Strelchill, dans son livre. Il dit souvent que, bah oui, il y a des synchronicités magnifiques qui nous arrivent, mais il y a des fois, on dit non. Bah, moi, j'ai failli dire non à ce livre. C'était tellement fort, en fait, cette rencontre, que ça m'a fait tellement peur. Et puis, mon cœur, il était tellement fermé que d'un seul coup, une extension comme ça, c'était waouh, c'était trop fort. Et ben, j'ai failli tout envoyer bouler. Enfin, combien de fois, on en rigole aujourd'hui avec mon conjoint, mais combien de fois je lui ai fait des scènes, ouais, je m'en vais, parce qu'il y avait il y avait un tel amour, il y avait une telle énergie comme ça, que ça me faisait peur, en fait, finalement, de m'ouvrir à ça. Et puis, il y a eu un effet de, comment dirais-je, de décantement intérieur. C'est comme si, après toutes ces années où j'avais passé du temps à me remplir, et ben, j'ai ouvert une nouvelle étape où j'ai passé mon temps à me vider. Donc, j'ai arrêté de chercher à comprendre chaque chose. J'ai arrêté de vouloir savoir ce que je devais faire. J'ai arrêté de me poser des questions sur pourquoi je sens ça, d'où ça vient et comment. J'ai arrêté le questionnement, en fait. Et à l'instant où j'ai arrêté le questionnement, ça a été pire parce que quand on essaye de calmer quelque chose, bah, ça s'amplifie. Bien sûr. Donc, le fait de me mettre en pause comme ça et de me retrouver un petit peu immobile, j'ai été, entre guillemets, contrainte et forcée à venir m'immobiliser, littéralement, physiquement parlant, hein. J'ai arrêté le sport, j'ai arrêté tout ça. Il y a eu la Covid, enfin, c'était génial, tout était super bien foutu. Et bah, cette immobilité-là a permis à tout ce qui était en mouvement à l'intérieur de moi de remonter à la surface. Et donc, toutes ces infos, tout ce que j'avais accumulé, d'être traité et de laisser de la place à l'intérieur de moi. Et en fait, il y a eu cet instant où je me rappelle, en fait, ça a été comme un face-à-face avec le divin, mais ça s'est fait en plusieurs étapes successives, hein. Mais je dirais qu'il y a eu ce gros face-à-face, où il y a eu cette prise de conscience vraiment dans la dureté. Moi, mon parcours, il est dans la dureté quand même. En tout cas, jusqu'à maintenant, ça a été dans la dureté, même si aujourd'hui, c'est beaucoup plus doux. Mais ça a été vachement dans la dureté, et il y a eu ce jour où je me suis rendu compte que je voulais plus de ça, en fait. Je voulais plus souffrir comme ça, parce que certes, sous couvert de spiritualité, j'avais l'impression d'être bien, mais en vérité, à l'intérieur de moi, j'étais mal. J'étais pas bien. Tu vois ce que je veux dire? C'était dur, en fait. Et il y a eu ce face-à-face, j'appelle ça un face-à-face avec le divin, parce que c'était un face-à-face avec moi-même, en fait. J'ai pris conscience de ça. Et je me suis dit, mais je vais encore faire ça combien de temps? Tu vois? À vouloir me battre pour y arriver, développer mon entreprise, me lancer dans le yoga et faire ci, et déployer toute cette énergie à fond dans tous les ans, c'est être fatigué tout le temps finalement, et à toujours faire des trucs en dents de scie comme ça. Oh, je me suis dit, je vais lutter encore combien de temps comme ça? Il y a eu ce moment où il y a eu un instant de bascule parce que la lutte avait suffisamment été expérimentée pour que je puisse enfin la lâcher. Et ça n'a pas été un relâchement total parce que ça serait fou de dire ça. Mais ça a été un relâchement qui a autorisé derrière toute une petite série de relâchements. Et à l'instant où ça s'est relâché, c'est le cœur qui s'est relâché. C'est comme si mon cœur, à l'instant où j'avais relâché tout ce contrôle sur la vie, il faut faire ci, nanana, c'est comme si mon cœur, il avait commencé à faire pouf, 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 pouf. Et petit à petit, par l'expérience, ça s'est réouvert. Et ensuite, c'est ce que je dis souvent, je suis passée de je dirige ma vie, je fais ma mission de vie, je fais ce que je veux, à j'écoute la vie qui me guide et je me mets au service de la vie. Et c'est la vie
qui vient en résonance avec moi. C'est pas moi qui décide de quelque chose. Et ça a été difficile. Waouh. Ça a été, et ça a été cette ouverture. C'est quand j'ai lâché le contrôle, comme si on pouvait contrôler sa vie. Tu sais. Aujourd'hui, quand je regarde ça, je rigole parce que je me dis, mais à l'époque, mais c'est pas possible. Comment je pouvais imaginer pouvoir contrôler la vie? C'est comme si tu voulais contrôler ta respiration ou contrôler, je sais pas moi, ton envie de pisser, quoi, tu vois. On peut pas contrôler la vie. La vie, elle se présente dans l'instant comme elle se présente. On peut évidemment, on a tous notre libre arbitre, donc on peut évidemment choisir des petites voies à gauche, à droite, ou finalement accélérer ou décélérer sur la pédale. Hein. Ça, on peut toujours. Mais in fine, on peut quand même pas contrôler le principe même de la vie. Bien Donc sûr. finalement, je suis passée, cette ouverture du cœur chez moi a été finalement arrêter le contrôle. Le fait d'arrêter de contrôler m'a permis spontanément d'ouvrir le cœur. En fait. Ça a été concomitant, comme tu vois, un verre doseur. Ouais, ouais, ouais. Bon, ça me Mm. parle énormément ce que tu me dis. Il y a aussi beaucoup de similitudes, tu vois. J'ai aussi perdu mon papa jeune. Il y a eu Mm. une ouverture qui s'est faite. Après, j'ai aussi rencontré celui qui est devenu mon mari. Ça a été ouf. Mm. Et c'est vrai, c'est ce que tu dis, en fait, cette image, vraiment, tu vois, le cœur qui vraiment, enfin, il y a étape par étape et ça s'ouvre et ça s'ouvre. Et on pourrait presque ressentir finalement cette énergie de l'ouverture. En tout cas, je ressens, je vois exactement de quoi tu parlais et c'est beau. Ouais. C'est beau. Oui, Donc tu dirais que c'est aussi finalement la rencontre avec ton conjoint qui a ouvert cette porte oui. et qui t'a aussi permis après de développer vraiment tout cet amour, tout ce dont tu parles, aussi le fait de justement tous ces sujets autour de l'ego, lâcher l'ego, etc. C'est ça aussi qui t'a mis sur cette voie. Ah bah complètement, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que en fait, j'ai toujours souffert, mais comme plein d'êtres sur cette planète, et je pense que ça parlera à beaucoup. On n'a pas tous eu des enfances super sympathiques. Enfin, je veux dire, tout le monde a manqué d'amour. Enfin, je veux dire, c'est un peu le problème du 21e siècle. Je veux dire, nos sociétés sont faites pour avoir des enfants, les mettre à la garderie, à l'école, et puis finalement jamais s'en occuper. Donc, l'amour, c'est quoi? C'est de l'attention. Donc forcément, quand on est un enfant et qu'on est H24 à la garderie ou qu'on est H24 jamais avec ses parents, on n'a pas l'attention de ses parents. Donc on est tous en manque d'amour. C'est une société en manque d'amour en fait, mais ça a été fait exprès. Ça a été fait exprès de créer cette société complètement à l'envers parce que c'est comme ça, c'est le jeu. Il n'y a pas de souci avec ça. Et l'idée c'est pas de vouloir le changer non plus, qu'on résiste à nouveau, mais c'est juste de constater que il y a un point de départ quelque part qui pourrait presque être universel par rapport à ce qu'on vit ici aujourd'hui. Enfin, en tout cas, je parle pour les Occidentaux, je parle pas des autres tribus, mais du coup, on a tous manqué d'attention. Ou ça s'est présenté autrement dans notre parcours. Ça peut aussi être ça. Donc moi, je souffrais en fait depuis toujours d'un manque d'amour. Je me dis toujours, mais j'ai pas reçu d'amour, j'ai pas de souvenirs, tu vois, de trucs d'amour, de preuves d'amour avec mes parents, enfin, tu vois, j'avais pas de ces souvenirs-là, tu vois, de câlins, de trucs pour dire je t'aime, tu vois, de moments de cohésion comme ça, j'avais pas de souvenirs. Donc tu as Et dû tout recréer finalement. mais c'est ça, donc du coup, je m'étais fermée intérieurement parce que quand tu as un manque d'amour comme ça, du coup, qu'est-ce qui découle derrière? C'est toute une vision qui a fallu reprogrammer parce que j'étais persuadée, moi, que c'était les autres qui m'avaient fait du mal. Donc, ils ne m'ont pas donné assez d'attention, tu comprends faire des enfants et puis pas s'en occuper, et puis et là, on rentre dans l'ego, justement. Et donc, on rentre dans une lutte, et dans cette lutte, on ferme le cœur. Donc, finalement, on souffre d'un manque d'amour, mais on n'est pas capable de se donner de l'amour à soi-même, en fait. Donc, et puis, en fait, finalement, je me suis rendu compte que c'était un enfermement parce que si je ne donne pas d'amour à autrui, mais pourquoi est-ce que j'en recevrais du coup? Si tout est, si cette loi de l'attraction, elle fonctionne vraiment, ce que je donne, je le reçois. Donc, j'ai fini par me rendre compte que c'était une boucle d'enfermement, tout ça. Parce que finalement, en ayant souffert d'un manque d'amour, je n'arrivais pas à en donner. Parce que finalement, j'en avais pas à l'intérieur de moi. Je n'arrivais pas à le trouver en moi. Je n'arrivais pas à m'aimer. Je me détestais. Moi, j'ai eu des problèmes de poids. J'ai eu des problèmes. Je me suis scarifiée. Enfin, tentative, machin chouette, bidule chouette, un milliard de trucs horribles. Et je suis persuadée que l'accident de la route que j'ai eu, j'ai quasiment fait exprès, tu vois. J'ai été malade toute ma vie parce que finalement, j'avais besoin d'amour. C'était chronique chez moi, la maladie. C'était, tu sais, ces enfants qui ont des cartes de fidélité chez le médecin, quoi, toutes les semaines chez le médecin. Parce que finalement, quand j'étais malade, j'avais l'attention de mes parents. Donc, je m'en suis fait Mmh. et je m'en suis rendu compte a posteriori de tout ça, de cet enfermement aussi que j'avais créé par rapport à ça, pour avoir de l'attention, pour recevoir de l'amour. Quel est le seul moment où j'ai de l'amour? Quand je suis pas bien. Donc finalement, on s'enferme dans le mal-être. Parce que le mal-être nous permet d'avoir de l'attention. Et donc je m'étais enfermée dans une boucle vicieuse comme ça, et ce mal-être faisait que je ne m'aimais pas. Donc puisque je ne m'aimais pas, comment veux-tu derrière que tu aimes l'autre? Tu ne peux pas te donner d'amour si tu n'en ressens pas
déjà à l'intérieur de toi pour toi-même, et c'est pas égoïste. C'est juste ressentir de la paix et ressentir de l'amour pour soi et pour toutes les parts de soi, notamment toutes les parts égotiques. Tu vois, tous ces petits personnages malsains, pas sympathiques, guerriers, super maman, super papa, super machin, tous ces petits costumes-là. Narcissiques, égoïstes, égocentriques, non, 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 jaloux, bon bref, je passe. Et bah tant que t'arrives pas à aimer toutes ces petites parts de toi, tant que t'arrives pas à t'aimer, mais de manière inconditionnelle, comment veux-tu imaginer pouvoir faire ça avec autrui? Donc tu le fais pas avec autrui. Mais sauf que ici, on reçoit ce que l'on donne. Donc si tu ne donnes pas ça, ne t'attends pas à le recevoir. Et là, j'ai eu un basculement. Là, je me suis dit, bah ouais, en fait, c'est logique. Et en fait, du coup, ça m'a amené où? Bah, ça m'a amené au point de départ. Je me suis dit, bah finalement, je ne reçois pas d'amour parce que je ne le ressens pas à l'intérieur de moi. Je ne le vibre même pas. Donc, il est où le problème? L'autre, c'est pas le problème. Parce que l'autre, il vient juste en réflexion ou finalement en résonance avec ce que je vibre. Donc, puisque je ne m'aime pas, puisque je me trouve laide et moche, tous les matins quand je me réveillais, je me regardais dans le miroir, je me trouvais laide. Je me disais, je suis grosse, je suis moche, j'ai des boutons, enfin, tu vois, c'était vraiment de la scarification même sur le visage, quoi. C'était horrible. Et je me disais, mais ah oui, bah forcément. Donc, il a fallu inverser cette vision. Et en fait, ce qui s'est passé en inversant cette vision, ça a été fabuleux. Parce que du coup, ça m'a amené à regarder en moi, à apprendre à aimer toutes ces parts de moi qui avaient été blessées, etc. Donc, tout ça, c'est un travail intérieur. Et puis, par la suite de ça, il y a eu on me dit souvent, mais d'où c'est venu cette envie de donner? Ça a été un truc, je n'ai pas choisi de donner, en fait. Parce que je vois des personnes comme ça qui sont toujours en train de donner, 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 donner. Mais c'est pas désintéressé. C'est je donne parce que comme ça, je vais recevoir de l'amour. Ou je donne comme ça, je vais recevoir de la notoriété. Ou je donne comme ça, je vais recevoir de l'attention. Ou je vais gagner en je sais pas quoi, ou je sais pas quoi. Il y a toujours un intérêt derrière. Moi, ça a été comme un truc, je ne sais pas d'où ça s'est sorti ce truc-là. Il y a eu un jour, un appel, mais je ne sais pas d'où il venait, un appel, mais viscéral à donner. Mais à donner sans compter. Et à donner, mais en affrontant toutes mes peurs. Parce que finalement, tout donner, ça fait extrêmement peur. Parce que tu donnes tout le contenu de ce que tu rends payant, normalement. Tu donnes tout. Ouais. Et il y a eu cette peur, tu sais, de me dire, ouais, mais si je donne tout gratuit, ben, il n'y aura plus personne. Et ça, je me suis dit, mais non, mais ça, tu sais quoi? Ça, je vais arrêter d'y croire. Et là, je donne. Et je donne. Et je donne. Et je ne réfléchis plus. Tiens, il y a ça qui me vient, je le donne. Tiens, il y a ça, je le donne. Je le donne. Et je réfléchis pas. Et ça a débuté comme ça. Et en fait, je suis rentrée dans une espèce de truc comme ça. Et là, il y a eu ce cercle vertueux qui s'est créé. Et qui a inversé la boucle d'enfermement qui avait été au préalable créée. Ça a été magique. Ça a été magique. Ouais, donc finalement, là, voilà, l'abondance. C'est ça, Ouais. c'est ça. Ouais. Mais on parle beaucoup justement d'ego, et puis on en parle plus que jamais à l'heure actuelle. Moi, je voulais aussi justement te poser cette question. Comment est-ce qu'on Oui. fait pour rester dans cette ouverture du cœur à l'heure actuelle Mm. et comment le développer? Parce qu'il Eh oui. y a quand même un challenge Bah oui, autour de nous en ce moment. complètement. Ah, ça, c'est une super question, Marine. Je te remercie de la poser parce que souvent, quand on parle d'amour, on tombe vite dans le truc coucou les petits oiseaux. Et on oublie souvent de nuancer. Et moi, j'aime bien nuancer avec mon cas pratique à nouveau. Donc, mon cas, qui ne sera peut-être pas le cas de tout le monde, mais peut-être qu'on va se reconnaître peut-être un petit peu dans cet exemple. Moi, personnellement, il n'y a pas un jour, ah si, il y a des jours quand même, j'exagère un peu, bon, j'ai un côté marseillais. Mais en tous les cas, il n'y a pas une semaine ou un mois. Je n'expérimente pas dans le mois, dans la semaine ou dans la journée l'état inversé de l'amour. Et oui, c'est important de le dire. Parce que c'est pas juste, bah ça y est, c'est bon, je suis ouverte à l'amour, je donne, et du coup, je retrouve que de l'amour, et je suis toujours dans l'amour. Mais non, en fait, pas du tout, du tout, du tout. Et c'est ça qui est fabuleux. C'est qu'en fait, moi aujourd'hui, je le vois comme un entraînement, comme un jeu. C'est-à-dire, j'appelle ça le jeu toucher-couler, en gros. C'est en gros, à chaque fois que quelqu'un, ou qu'une situation, ou que quelque chose vient me toucher, bah, que bien sûr, ça vient encore me toucher. Il y a des espaces en moi. Je compare souvent l'ego à une boule à facettes, tu sais. Donc, tu as une boule à facettes comme ça, avec plein de facettes. Alors, tu as des facettes qui sont dans la lumière. Autant t'en as certaines, sincèrement, faut arrêter de la péter, hein, elles sont pas du tout dans la lumière. Hein. Donc, forcément, des petites facettes encore qui sont conscientes ou souvent inconscientes. Je dis souvent qu'on n'a que 10% de conscient. 90% de ce qui nous compose et de ce que l'on vibre à chaque instant est inconscient. Donc, on a ces petites facettes comme ça, un peu noires, un peu grises, etc. Et elles émettent comme des vibrations. Ces vibrations autorisent des gens et des situations à venir à moi. Alors, si je renverse la vision, quand une situation vient m'emmerder et vient me déstabiliser et vient me faire ressentir de la colère, par exemple,
pourrait dire, bah, ça, c'est pas de l'amour. Là, t'es pas dans l'amour, Charlotte, tu es en colère. Ah oui, non, là, je suis pas dans l'amour. Quand ça vient me faire ressentir, tu sais, de la séparation, du jugement. Tu sais, d'un seul coup, je commence à déraper, là. Oh, putain, il me fait chier, lui, et ça commence comme ça. Oh, et on commence à dégueuler. Ah, tiens, il y a telle personne qui a dit ça. Et c'est très subtil, parfois, c'est très déguisé. Tu sais, d'un seul coup, t'es plus dans l'amour, mais à la base, ça partait de l'amour, tu vois. Tu voulais l'aider, mais en fait, à force, tu me juges quand même. Et hop, tu dérapes sur quelque chose qui est plus d'amour. Bah, en fait, tout ça, j'ai appris à en jouir totalement. J'ai appris à fêter ça. J'ai appris à croquer ça à pleines dents. J'ai appris à jouir de cet instant-là où, en fait, je ne suis pas dans l'amour. Parce qu'en fait, à l'instant où je ne suis pas dans l'amour, c'est que je suis en train de dévoiler un espace que je ne connaissais pas encore à l'intérieur de moi. Et ça, c'est magique. Parce qu'à quoi ça sert d'être ici si on stagne? Je dis souvent, ici, c'est un parcours d'évolution. On évolue à chaque instant. Et grâce à la vie, on peut évoluer à chaque instant. Moi, je trouve ça, il n'y a rien de plus emmerdant, moi, je trouve personnellement, mais ça n'engage que moi. Je trouve qu'il n'y a rien de plus emmerdant qu'une journée où il se passe rien. T'es là, t'es bien. Alors, j'adore la métaphore de la petite fleur, tu vois. Je suis là, petite fleur, je suis dans la paix, tout va bien. Bah, moi, perso, ça me fait pas kiffer, ça. Je trouve ça très ennuyant, personnellement, d'être bien. Parce que quand t'es bien, t'es bien. Mais Mais il n'y a quand pas de est-ce qu'il challenge, hein, finalement. Il n'y a, moi, y a pas le challenge. mais c'est ça, moi, j'ai un goût pour ça, mais après, c'est comme ça. Tout le monde n'est pas obligé d'être comme ça sur Terre, il n'y a pas de souci, hein. Mais ce goût de ce challenge que j'ai pas toujours eu, parce qu'avant, il y en avait tellement de challenges que j'étais victime. Donc, je me disais, ouais, la vie est dure, c'est compliqué, Calimero, hein, Maria Carré, on sort le micro, tu vois. Mais aujourd'hui, j'ai appris, en fait, mais alors, c'est pas forcément dans l'instant T, hein, je rassure tout le monde, il y a des moments, dans l'instant T, ça me fait chier. Mais souvent, à l'instant T plus un, je me dis, mais trop bien. Mais ce que je viens de capter, mais jamais de la vie, j'aurais pu me rendre compte de ça toute seule. C'est grâce à cette personne. C'est grâce à cette situation. C'est grâce au fait qu'elle m'a fait chier l'autre, là, tu vois. Et je la remercie, en fait, qu'elle m'ait fait chier. Parce que si elle m'avait pas fait chier, par exemple, aujourd'hui, il y a des gens qui m'ont fait chier aujourd'hui. Il y en a eu. Il y en a eu pas mal aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, j'étais pas dans l'amour. Clairement pas. Alors là, vraiment, t'as beaucoup de chance, Marilyn, t'es arrivée au bon moment. D'ailleurs, c'est plutôt bien fait, la vie. Parce que juste avant de faire notre entretien, j'étais avec mes chevaux. Et quand je suis avec mes chevaux, alors là, c'est une vibration, bah, évidemment, tu bascules directement, t'es là, tu fais des câlins et tout, ça, c'est génial. Mais alors, au début de journée, ça avait très mal débuté, hein. Je te dis, très très mal débuté. J'ai eu toute une série de mails où je me suis fait agresser. J'ai des gens qui m'ont relancé, qui étaient pas contents à cause de certains trucs, etc. Il y en avait tellement que ça a fini par me faire, genre, ils me font chier, eux, en fait, là. Tu vois? On est censé être on est censé être bientôt à Noël et ils sont tous là à me faire chier. Et je me suis vue en train de me mettre en colère comme ça et me dire, putain, il me casse les couilles, là. Tu vois? Alors là, c'était pas du tout de l'amour, hein. Et puis, je me voyais progressivement, et puis à chaque fois que je remontais un mail, forcément, c'était à nouveau ça. Donc, d'heure en heure, d'instant en instant, je me disais, mais merde, mais ils font tous chier aujourd'hui ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et puis, bah, finalement, là, ce soir, je me dis, mais c'était magnifique. Ils m'ont fait travailler ma patience, ils m'ont fait travailler mon détachement, ils m'ont fait travailler, tu sais, tout ce que je suis en train de travailler actuellement. Donc, c'est magnifique, ils ont appuyé un peu plus profondément là-dessus. Donc, aujourd'hui, j'inverse toujours cette vision. Et donc, finalement, les instants où je ne suis pas dans l'amour sont pour moi comme le carburant universel qui va me permettre derrière d'aller dans plus d'amour. Mmh. Ouais. Je dis souvent que c'est en expérimentant l'inverse que l'on chemine vers l'objectif, quelque part. C'est pas un objectif, mais c'est comme si, en goûtant à l'opposé et en sachant prendre de la hauteur, prendre de la distance et accepter de tomber, accepter de trébucher, ben c'est comme ça qu'on apprend à se relever. L'enfant, il apprend à marcher parce qu'il tombe. Sinon, il peut pas apprendre à marcher. Donc, on peut apprendre à canaliser cet amour et être un pilier d'amour à chaque instant que si on expérimente le fait de tomber dans les méandres de l'ego, dans la violence, dans la colère, dans la tristesse et dans tout ce qui n'est pas l'amour. Et moi, perso, ça me fait rire tout ça. Absolument. Non, mais moi, ça me parle, hein, totalement. Et tu sais, c'est clair que c'est assez humain quand on a des choses qui viennent nous titiller, quand on a des douleurs, on a envie de dire. Et en fait, quand on comprend finalement que cette douleur, elle a besoin d'être soignée. Une douleur, elle n'arrive pas par hasard. Et puis qu'on reprend conscience, mais même au niveau corporel, enfin j'ai même envie de dire surtout au niveau corporel, qu'est-ce que ça vient faire? Est-ce que ça vient provoquer, je ne sais pas, une petite douleur, une acidité, un truc et bah oui, finalement, au bout d'un moment, il faut se dire, mais je soigne, je me soigne, et puis je suis aussi mon propre médecin, et c'est en comprenant ce qui se passe que je vais pouvoir le transcender.
Donc oui, ça, effectivement, ça fait tout à fait sens. Et puis je pense que ce qu'on vit à l'heure actuelle à l'échelle planétaire, ça nous pousse tellement dans cette direction. Et Eh oui. quand on commence à ouvrir ces portes et qu'on commence à travailler là-dessus, bah finalement, j'ai l'impression que c'est une porte qui en ouvre une autre et une autre et une autre et une autre. Et ça va très vite. Ça va très Bah, vite. complètement. Et c'est pour ça que je dis, alors ça peut ne pas du tout être compris, et je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont pas compris quand j'ai dit ça sur YouTube, mais j'ai dit que cette période était un grand catalyseur d'amour, en fait, c'est ce qu'on est en train de vivre. Et Oui, pour moi, le Covid, c'est un grand catalyseur d'amour, parce qu'en fait, oui. en expérimentant toute cette souffrance, clairement, qu'on peut ressentir, et c'est pas nier, hein, là, c'est sûr qu'on est sur des terrains quand même pas faciles à gérer, mais c'est en expérimentant ça qu'il y a un moment, en fait, enfin, moi, je sais que ça a été ça pour moi, mais je souhaite à personne de vivre ça, de se remplir de tellement de souffrance qu'à un moment, ce n'est plus soutenable émotionnellement. Tu as deux choix. Soit tu lâches, soit tu te suicides. En fait, il y a deux choix. Et donc, j'ai essayé les deux, hein. Tu vois, j'ai tenté les deux, hein. Et je me suis rendu compte que non, la fin du contrat, c'était pas ça, en fait. Je devais pas l'interrompre. Ça, je m'en suis rendu compte. Donc, finalement, tu n'interromps pas ton contrat. T'es rempli de souffle. Il y a un point, en fait, il y a un seuil. Et je pense réellement que quand on s'incarne ici, et qu'on choisit notre parcours et qu'on choisit un petit peu ce qui va se produire ou les grandes phases de notre parcours, je pense réellement aujourd'hui que tout est fait pour atteindre peut-être cet instant où on va réussir à basculer parce qu'on a suffisamment expérimenté et on et parce qu'on a expérimenté. Mais c'est pas forcément dans la souffrance. Il y en a pour qui c'est pas dans la souffrance et tant mieux. Et il y en a plein aujourd'hui. Et il y en a de plus en plus qui n'ont pas besoin de vivre cette lourdeur, ce truc comme j'ai pu vivre moi personnellement. Je ne le souhaite à personne. Mais il n'empêche que pour plein de gens, c'est très positif. Même si dans l'instant, c'est tout sauf positif. Mais je crois que ça nous pousse de toute façon à nous reconnecter à cet amour et à ce cœur. Et je pense que si à l'heure actuelle, on ne se reconnecte pas justement à tout ça, ça peut difficilement bien aller. Enfin, c'est ce que je ressens. Il y a un moment donné, là, c'est qui tout double. Et on est obligé d'une certaine manière. Alors chacun à son niveau, chacun à son échelle, chacun avec ce qu'il peut, avec ses outils. Mais de trouver comment est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut développer ces sources d'amour pour ce qui nous entoure, pour soi, pour le monde. Enfin voilà, il y a plein de niveaux, il y a plein d'aspects. Mais oui, Et mais je oui, réagis aussi, tu sais, sur ce que tu disais par rapport à la colère, parce que moi, oui. c'est une émotion qui m'est très familière, la colère, en fait, que j'ai identifiée finalement il n'y a pas si longtemps, parce que je pense que je voulais pas voir les choses en face. Puis finalement, bah, quand j'ai compris, voilà, j'ai dû beaucoup travailler là-dessus et j'ai cherché énormément à analyser, comprendre d'où ça venait. Et je crois qu'aujourd'hui, je peux dire finalement, la colère, c'est quelque chose de très lié à la peur. C'est lié à des choses qui ne se passent pas comme on voudrait, mais c'est plus des projections. C'est des projections de peur finalement quand on cherche à creuser ce qu'il y a derrière. Ah oui. Et moi, je me disais, en ce moment, justement, par rapport aussi à ce qu'on disait avant, il y a vraiment cette dualité. C'est en ce moment, il faut choisir, c'est la peur ou l'amour. C'est à un moment donné, Mm. voilà, c'est une direction ou l'autre. Oui. Et les peurs, en ce moment, elles sont là. Elles sont souvent là, autour de nous. Je pense, je ne sais pas, tu me donneras ton point de vue, mais je trouve que c'est extrêmement difficile d'avancer dans une direction où on est toujours dans la sérénité, on est toujours dans la joie, on est toujours dans l'amour, parce qu'il y a tellement de choses qui viennent de part et d'autre, qui viennent réveiller ces peurs profondes. Et moi, j'avais envie aussi bah, que tu nous donnes tes conseils Mm. sur quand on sent ces peurs nous envahir, quand on sent bah, peut-être aussi cette colère ou cette tristesse ou d'autres émotions qui sont associées à ça. Eh Comment est-ce oui. qu'on peut faire pour replacer l'amour en premier plan et pour essayer justement bah, voilà, d'avancer avec un peu plus de paix intérieure? Bah, en fait, il y aurait mille et une techniques, il y aurait mille et une manières de faire, mais elles se rejoignent toutes, je dirais, sur un point assez simple, qui est finalement très simple à comprendre. C'est, tu vois, tu es dans ta vie. Et d'un seul coup, je te rejoins sur la colère, c'est de la peur déguisée, hein. Souvent, derrière, on se met en colère parce qu'il y a quelque chose qui nous fait peur et qu'on peut pas contrôler. Mhm. Bah oui, bah, on est vachement en colère parce qu'on peut pas le contrôler. Tu vois, voilà. Donc ici, quand tu expérimentes tout ça, tu as deux choix à nouveau qui s'offrent à toi. Tu vas vivre dans l'instant quelque chose qui te déstabilise. Donc ici, de la colère, de la peur, en tout cas une émotion qui jaillit d'un seul coup et qui t'inonde et qui est un peu tentaculaire d'ailleurs parfois aussi, c'est pas facile à gérer. Tu vas sentir tout ça monter à l'intérieur de toi. Il y a deux choix.
Et en fait, ça, c'est par l'expérience qu'on se rend compte. Il faut faire l'expérience par soi-même. Moi, je dis souvent aux gens, ne me croyez pas, expérimentez et vous verrez. Donc, imaginez, vous êtes chez vous, imagine, t'es chez toi, et d'un seul coup, tu ressens une peur qui monte comme ça, d'accord? Et là, t'es dans la peur d'un seul coup, tu te sens pas bien, t'es angoissé, t'as plein d'idées dans la tête, voire limite, tu commences un peu à suffoquer, le palpite qui s'accélère, un peu crise d'attaque, crise de panique comme ça. Tu sais pas d'où ça vient. Tu sais pas ce qui s'est passé. Il s'est rien passé d'extraordinaire, hein, d'accord? Tu sais pas d'où c'est sorti. Tu sais, t'étais en train de penser à rien, limite, t'étais bien, tu sais pas ce qui s'est passé. Et ben ici, ce qui peut être intéressant d'observer, c'est que le fait de savoir d'où ça vient va peut-être te calmer, mais ne va pas empêcher le fait que ça soit là. Je dis souvent, quand t'es là, c'est là. Que tu saches d'où ça vient, que tu saches pourquoi c'est là, ça changera rien au fait que t'es là. À expérimenter, bien sûr. Ça, c'est la première étape. C'est la première étape du processus que j'essaie de dévoiler ici. Première étape. Donc, moi, personnellement, je me suis rendu compte que quand je ressentais, j'ai fait beaucoup de crises d'angoisse ces 2 dernières années notamment, ces 3 dernières années, enfin, pas cette année, mais les 2 d'avant, là, beaucoup de crises d'angoisse. Quand je dis beaucoup, c'est plusieurs fois par jour. Et ben, j'ai remarqué, à force d'en faire et de chercher sans cesse d'où ça venait, ben, que finalement, chercher à savoir d'où ça venait, ça m'aidait pas à en sortir. Que ça pouvait me rassurer, que ça pouvait être un réflexe un peu occidentalisé de vouloir tout comprendre et tout contrôler, mais que finalement, ça se reproduisait toujours. Donc, j'ai fini par me dire, bon, ça me demande quand même beaucoup d'énergie sans cesse à savoir d'où ça vient. Pourquoi c'est là? C'est du triturage mental quand même que je pourrais m'éviter. Et ça me fatigue. Donc, je vais arrêter de le faire. Donc ça, c'est la première étape que j'ai mis en place dans ma vie. Je vais arrêter de chercher à comprendre d'où ça vient. Alors ça, c'est très dur déjà, parce que on est préprogrammé pour comprendre d'où ça vient et pourquoi c'est là. Donc déjà, arrêter de faire ça, c'est déjà une première étape. Ensuite, je me suis rendu compte que le fait d'arrêter de chercher à comprendre d'où ça venait, etc., ne changeait rien au fait que, n'empêche que je le ressens quand même. C'est pas parce que j'ai arrêté de me triturer l'esprit que le truc là, je le ressens pas. Ah non, je le ressens quand même. C'est pas nié. Donc, je ne cherche pas à comprendre d'où ça vient, mais n'empêche que c'est désagréable. Et là, je me suis rendu compte que si je résistais à ce qui était désagréable, bah, ça s'accentuait. Donc, par exemple, quand j'avais une crise d'angoisse, je me rappelle, et ben, spontanément, j'avais envie de trouver une solution pour l'arrêter. Spontanément, mais c'est normal quand on est dans un inconfort, c'est humain, c'est logique. Enfin, je veux dire, tout le monde fait ça et c'est ok. Quand t'es pas bien, quand tu fais mal à quelqu'un, bah, il va toujours chercher à se déplacer pour avoir moins mal. C'est très logique quand même. Donc ici, je me suis rendu compte que quand j'expérimentais ces instants de contraction du cœur, d'angoisse viscérale, de trucs horribles, spontanément, il me fallait un doudou. Et le doudou s'appelait la spiritualité. Moi, c'était ce doudou-là à l'époque, donc j'allais faire une méditation, j'allais dans la forêt me reconnecter aux arbres, j'allais faire ci, j'allais faire ça. J'avais 1001 doudous possibles. Et j'avais comme ça une super belle petite caisse, bien rangée à l'intérieur de moi, dans laquelle je trouvais tous mes outils merveilleux. Tu sais, le kit de survie. Le super kit de survie. Et en fait, je me suis rendu compte que ce kit de survie avait été très utile et m'avait permis de survivre. Donc, merci à lui. Mais je me suis rendu compte que tant que j'utilisais mon kit de survie, et ben finalement, c'était comme si je mettais un pansement sur ma blessure. Je collais un petit pansement, ou comme si je mettais le capuchon sur, tu sais, une casserole bouillante qui s'éclabousse d'eau. Hop, le capuchon. C'était mon doudou. C'était mon kit de survie. Donc, c'était très serviable et je remercie. Et heureusement qu'un parcours se fait en plusieurs étapes et qu'on peut pas du jour au lendemain tout lâcher. Et heureusement. Donc, ce kit de survie m'a été très utile. Mais je me suis rendu compte à terme que c'était comme finalement voilà, un truc qui m'empêchait de voir ce qu'il y avait en dessous du pansement. Tu vois? Donc, j'ai finalement compris que, merde, en fait, quand je fais ma méditation pour aller mieux, parce que finalement, c'était ça ce qui me donnait envie de le faire, c'était que j'étais pas bien et que je voulais aller mieux. Donc, quand je voulais autre chose que ce qui m'était présenté dans l'instant, je souffrais. Et ça, je m'en suis rendu compte par l'expérience. Et ça a été dur parce que dans la spiritualité, et ça, c'est les soubresauts de l'ego spirituel, c'est qu'en apparence, on se sent mieux. C'est comme ça qu'on bascule dans l'ego spirituel, parce que grâce à l'outil spirituel, je me sens mieux. J'ai l'apparence, j'ai l'impression de me sentir mieux. Et je suis à nouveau dans la paix. Mais ce qu'on se rend pas compte, et on se rend compte à force, parce qu'à force d'en faire l'expérience, on se rend compte que oui, dans l'instant, je me sens mieux, mais non, ça n'a pas réglé le problème. Donc ce problème-là, c'est comme si je l'avais enterré, mais un jour ou l'autre, il fait que remonter à la surface, et un jour, il pète à la gueule.
Moi, ça m'a pété à la gueule. Donc, je me suis rendu compte que du coup, ça n'avait pas fonctionné, tous ces outils. Que quand j'étais dans cette volonté, et attention, je précise bien, je vais nuancer, parce que on peut aussi se servir des outils. Mais il y a une grosse nuance à faire. Je n'utilise pas un outil pour me sentir mieux. Parce que si je cherche à me sentir mieux, c'est que je n'accepte pas de ressentir ce que la vie me propose dans l'instant. Quand je cherche autre chose que ce qui m'est présenté, je résiste à la vie. Cette résistance crée la souffrance. Par contre, je peux tout à fait, et c'est là où j'ai commencé à saisir les nuances, je peux tout à fait être dans un instant crise d'angoisse ou colère, sentir ça monter à l'intérieur de moi, c'est pas nier, le ressentir pleinement, y goûter pleinement, mais ensuite faire le choix d'orienter mon attention et mon énergie vers autre chose. Par exemple, réciter un mantra. Mais je ne récite pas le mantra pour me sentir mieux. Juste, je décide d'orienter mon énergie vers autre chose. Comme un enfant, tu vois, Marilyn, quand tu as un enfant qui... moi, je l'ai trouvé ça génial, cette métaphore de l'enfant. On fait tout ça, les parents, avec les enfants. T'as ton gamin qui, je sais pas, qui est petit, il a 3-4 ans, il commence à marcher, à courir, etc. Et puis d'un seul coup, il vient de tomber. Est-ce que tu as déjà remarqué que si tu le vois en train de tomber, il pleure. Si tu l'as pas vu, il fait tout de rien, il se relève, il s'en va. D'accord? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est trop rigolote avec les enfants, c'est qu'il tombe, il se fait mal, il pleure, il est pas bien, etc. Donc, tu vois, qu'est-ce que va faire le parent spontanément? Il va le consoler. Puis 2 secondes après, il va faire, ah, regarde le jouet! Ah, regarde le petit train qui passe! Oh, regarde l'avion! Oh, regarde dans le ciel, il y a la lune! L'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va spontanément faire ça, il va regarder vers le ciel, il va voir la ligne, il va faire, oh! Et c'est fini, il a tout oublié. Et ben, c'est la même chose ce dont je parle ici. Pourtant, il n'a pas cherché à aller mieux, l'enfant. Il n'a pas cherché à trouver une solution pour ne plus ressentir sa douleur. Non, il a juste changé de regard. Il a tourné son énergie vers autre chose. Pas pour nier le fait qu'il avait mal, hein. Il n'a pas voulu nier pour autant, hein, parce qu'il y a aussi cette technique-là d'évitement. C'est j'ai mal quelque part, je ressens quelque chose de désagréable, bah, directement je vais faire autre chose, comme ça je ne me regarde pas. Non, c'est pas ça non plus que j'ai dit. C'est je regarde, je goûte pleinement, je ressens, j'expérimente, je suis en colère, ça jaillit. Je ressens de la tristesse, ça jaillit. J'expérimente et je goûte pleinement. Mais ensuite, je ne m'enferme pas là-dedans. Je fais le choix d'orienter mon regard vers autre chose. Cette autre chose, ça peut être réciter un mantra, mais ça peut être aussi aller faire du sport. Ça peut aller cuisiner, aller faire sa lessive, je ne sais pas, s'allonger, respirer. On s'en fout complètement de ce que c'est. Mais c'est juste ne pas rester fixé sur la douleur, ne pas rester fixé sur l'endroit qui fait mal. Au bout d'un moment, détourner le regard. Voilà. Et ça, je me suis rendu compte qu'en faisant ça, on appelle ça le lâcher prise, et ben ça me fonctionnait encore mieux si plutôt que de réciter un mantra, plutôt que de faire un truc, tu vois, dans l'action, si plutôt je détendais le corps. Ça marchait encore mieux. Je me suis rendu compte par l'expérience que la meilleure manière de passer d'un état à un autre, c'est comme un enfant à nouveau. Un enfant, quand il a fait une grande colère, et quand il s'est mis dans tous ses états, spontanément après, il dort. Toujours. Il va faire une sieste. Un enfant ne grandit qu'en dormant. Bah, l'adulte, c'est pareil. J'ai appris récemment que les enfants avant 1 an dorment énormément parce que quand ils sont avant 1 an, ils sont encore connectés à leur guide, etc. Et donc, ils dorment énormément parce qu'ils ont besoin d'être reliés à ça, ils ont besoin de télécharger des informations. Et ben, il faut imaginer qu'adulte, c'est la même chose. Donc, en fait, quand on est face à une situation qui nous fait remonter une information qui est ingérable, parce que c'est de ça dont on parle ici, parce que quand c'est gérable, on va trouver une solution, hein. Et quand c'est ingérable et que ça nous dépasse, là déjà, c'est extérioriser ça. J'ai pas dit qu'il fallait gueuler sur son conjoint. Extérioriser quelque chose, ça veut juste dire utiliser cette énergie qui nous monte en nous, par exemple la colère, grosse énergie quand même, tu vois. Bah, cette énergie, plutôt que de la garder à l'intérieur de soi et pas savoir quoi en faire et se retirer parce que c'est pas bien de pas être en colère, ou d'un seul coup se transformer en tyran parce que en fait je sais pas contrôler, et ben c'est utiliser cette énergie à bon escient. Exemple, faire du sport. Quand je suis en colère, je fais du sport, je vous assure, j'ai le cul en béton après. C'est vrai. Il y a une telle énergie que tu vas jamais avoir monté la côte à côté de chez toi où tu dis, toi. Ça, c'est utiliser de l'énergie de la colère à bon escient. Bon, après, tu peux l'utiliser encore à meilleur escient, mais déjà avoir le réflexe de faire du sport et d'aller rentrer dans cette surchauffe intérieure, ça va permettre de décharger cette énergie qui est en trop. Et ensuite, une fois que c'est déchargé comme un enfant, on a les yeux qui s'alourdissent et on a besoin de se poser. Souvent, on a besoin de quelques instants fermer les yeux, se détendre et faire comme un reset intérieur. Le fait de s'allonger, de se détendre, réaligne les clos et ensuite nous rend fonctionnels à nouveau. Voilà comment je fais pour gérer ça. Merci beaucoup. C'est vraiment des conseils très, très précieux. J'aime beaucoup aussi l'analogie avec l'enfant qui tombe.
c'est vrai que j'ai souvent remarqué ça et ben, je le vois même avec Oui. les deux enfants, mais avec ma petite, enfin ma petite la plus grande donc. Je remarque que si elle tombe, elle se blesse, vraiment, la manière dont elle va sentir va dépendre finalement de ma réaction. Si je vais vers elle, l'air complètement dépassé, oh mon Dieu, ma chérie, mais c'est terrible, et puis que je suis en panique, forcément, elle va se mettre à pleurer, ça va être le drame. En revanche, si je dédramatise, ça ne veut pas dire que je ne. C'est pas dit, c'est lié. Oui, complètement. Voilà, non, non, je prends. Enfin, voilà, j'accorde du crédit à ce qu'elle ressent, voilà, c'est OK, c'est conscient. Mais ben voilà, on essaie de passer à autre chose ou effectivement, hop là, allez, viens, on repart. Et parfois même, elle va essayer de se mettre à pleurer, puis il y aura juste l'attitude. Et finalement, Elle non, lâche. ça n'a pas lieu, c'est OK. Et je pense que c'est vrai, on devrait mettre ça en parallèle finalement avec je sais pas comment on peut l'appeler, là, le moi supérieur ou le petit méta. Et quand ça va pas, de se dire, tiens, comment ce parent qui pourrait réagir comme ça bah, me permettrait de me sentir finalement s'il y avait, ok, je suis conscient de ce qui se passe, Mm, mais voilà, on va trouver une manière de se divertir, d'être dans l'action, voilà, c'est ça. de pas rentrer dans le drame. Et je trouve que c'est un excellent exemple. Ben oui, et puis je dis souvent, est-ce que l'enfant, ça fait rire tout le monde quand je dis ça, mais pourtant c'est vrai. L'enfant, il passe bien d'un état à un autre facilement. Tous les adultes se demandent comment on fait pour passer de la colère à la joie. Regardez un enfant, il fait ça toute la journée, tu sais. Il ne fait que ça toute la journée. Si vous avez la chance d'avoir un enfant qui a bien du caractère et qui passe sa vie à faire ça, moi j'ai plein d'exemples autour de chez moi, et c'est hallucinant de voir comment en fait il fait ça tout le temps. Et d'ailleurs, tu te rends compte d'ailleurs que l'enfant, jamais il va se demander pourquoi il est en colère. Genre, t'as jamais vu un enfant de 4 ans se poser intérieurement et dire, attends, mais là, je vais réfléchir d'où ça vient, pourquoi c'est là, et qu'est-ce que ça vient réveiller à l'intérieur de moi. Et pourtant, il arrive bien à switcher. Ça veut donc bien dire qu'on est capable de faire la même chose sans se traiter l'esprit. Ouais. Alors pourquoi est-ce qu'on ne le fait plus? Bah, parce qu'on l'a oublié, tout simplement. Donc, c'est juste réapprendre ça. C'est simple. Mais c'est difficile parce qu'il faut d'abord déprogrammer tout ce fardeau occidental de l'analyse, de la suranalyse, de la surenchère. Et ça, je vous assure, mais je t'assure, le jour où tu as déprogrammé ça, la vie, elle est tellement belle. Hmm. Même dans ces épisodes les plus douloureux, il y a quelque chose qui est beau. Oui, Vraiment. oui, et on le sent bouger hein, quand Ah ça oui, bouge. C'est ça oui. aussi qui est fou. Mhm. Ouais. Voilà. Moi, j'admire aussi beaucoup la manière dont tu parles dans tes lives sur YouTube, etc. Et aussi particulièrement ce que tu écris. Alors moi, je suis quelqu'un qui suis très sensible à l'écriture. J'aime beaucoup écrire. Et c'est vrai que chacun de tes posts, je trouve, c'est ultra nourrissant. Il y a énormément d'informations. J'aime la manière vraiment dont c'est transmis avec beaucoup d'humilité et en même temps avec un ancrage qui est très fort. Et je me demandais finalement comment est-ce que tu fais ça? Comment est-ce que tu canalises les messages? Comment est-ce que tu t'absorbes de ça et comment tu les retransmets finalement? Et ouais. Bah, ça fait partie des questions que je me pose plus, tu vois. Mais c'est vrai, Marine, mais c'est un truc de fou. On me la pose souvent cette question et je suis souvent un peu décompensée parce que je me dis merde, je me la pose même plus. Avant, je me la posais la question. Avant, je me disais, je me rappelle même au début quand j'ai créé la chaîne YouTube il y a 2 ans, je me disais mais j'étais avec mon conjoint, on avait ce genre de conversation. Je disais là, faut que j'appelle ça canalisation du coup, ou, parce que j'ai canalisé quand même, tu vois, mais j'ai canalisé quoi en fait, qui, tu vois, je me posais encore ces questions. Et puis aujourd'hui, en fait, je vois la vie avec une telle simplicité. Alors, il y a des personnes, c'est déconcertant pour eux parce que je peux entendre qu'on ait un besoin de magie. Et moi, j'ai souvent cherché la magie dans ma vie. J'avais, à 22 ans, tous les clairs qui sont ouverts. Donc, j'avais la clairvoyance, la conscience, tous les clairs grands ouverts, vraiment un panoramique total. Et c'était magique. Et c'était féerique. Et tous les esprits de la nature, les défunts, les machins, les trucs, enfin, tout ça, c'était magique. Et en fait, il y a eu un grand drame dans ma vie, c'est que tout ça s'est refermé. Et depuis ça, alors je l'ai vécu comme un drame, mais en fait, ça a été la plus grande des bénédictions. Parce que ce qui s'est passé, c'est que j'avais toutes ces capacités quand même vraiment développées.
Et les yeux ouverts, tu vois, la médiumnité, mais les yeux ouverts. Donc, je voyais les esprits de la nature, les yeux ouverts, tout le temps, quoi, en 3D, quoi. C'est, voilà, en permanence. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai complètement déconnecté de la réalité, tu vois. J'ai complètement déconnecté, je me suis désancrée. Voilà, c'est quoi qui s'est passé. J'avais pas d'ancrage à l'époque parce que j'étais très dans une quête spirituelle et je voulais monter dans les chakras du haut parce que j'avais besoin de m'alléger, j'en pouvais plus de cette vie et de ce monde et ces gens chiants, et cette lourdeur. Donc, j'ai eu cette quête de vouloir monter. Et en fait, je me suis retrouvée comme un roseau. Tu sais. Alors, la métaphore du roseau est pas bonne, hein, mais tu sais, comme un arbre qui n'aurait aucune racine, en pleine tempête. Bah, il Ouais. est tombé. Bah, c'est ce qui m'est arrivé. Et cette chute du grand arbre, qui n'était pas grand d'ailleurs, cette chute de cette pousse, cette petite pousse qui se croyait très grande, parce que c'est ça l'ego spirituel, hein, on se croit très grand, mais on est très petit. Donc ici, cette chute de cette petite pousse qui n'avait pas de racines et qui était poussée comme ça et qui avait un plafond de verre comme ça et qui n'y arrivait pas et qui s'était perdue dans tous ces mondes, et ben la chute s'est traduite chez moi par coupé net. Plus de son, plus d'image, plus de guide, plus machin, plus de truc. J'entends plus rien, je ne vois plus rien, et c'est fini. Et là, tu reviens là. Et là, j'ai fait, je suis dans la merde maintenant. J'ai plus de son, plus d'image, plus rien. Qu'est-ce qui Donc, s'est passé? du jour au lendemain, vraiment, ça a eu lieu? Quasiment. Bah oui, oui, bah oui, Oh. vraiment. Bah, j'ai eu des initiations, enfin, j'ai reçu des initiations dans la forêt amazonienne, entre autres, et c'est suite à ça où tout a été coupé. Et en fait, donc dans l'instant, ça a été très dur parce que j'avais remis tout mon pouvoir dedans. C'est pour ça que la vie, elle est rigolote, parce qu'elle te coupe, non pas pour te faire du mal, mais pour te permettre de te rendre compte du chemin finalement que tu es en train de prendre, qui est en train de te désorienter de ta mission. J'étais en train de prendre un truc comme ça, là, j'étais en train de me perdre là-dedans, j'étais en train de planer complètement à 10 kilomètres de la Terre, alors pas du tout d'ancrage, alors là, vraiment, comme une petite fleur, tu vois, une petite pâquerette comme ça, ah, bah alors là, oui, dans la joie, dans la paix, dans l'amour, hein. Mais alors, mais pas cet amour ancré dont je parle ici. Ce truc de, ah, c'est beau, tu vois, mais non, c'est pas vibré. Et donc, on m'a coupé tout ça. C'est comme si je l'ai vécu comme on m'a coupé les ailes, quoi, tu vois. Non, mais Et je pouvais plus j'imagine. voler, je pouvais plus voler. Je pouvais plus voir les esprits de la nature, je pouvais plus communiquer, j'entendais plus. Et je me suis retrouvée sans rien. Et là, ça a été dur. Et c'est pour ça que derrière, c'est suivi une grande crise qui a duré 3 ans quand même. Et finalement, bah là, je me suis retrouvée avec moi-même. Parce que jusqu'à présent, je m'étais pas retrouvée avec moi-même parce que je m'étais perdue dans tous ces mondes-là. Et je dis pas que les gens qui voient tout ça sont forcément perdus, hein. Je parle ici de mon parcours, hein. Attention, je ne faut pas généraliser, hein. Il y a des personnes chez qui c'est l'inverse, hein. C'est grâce à ça qu'ils vont se trouver, etc. Ça peut tout totalement être inversé. En l'occurrence, ici, tout ça a été coupé. Et puis, ce qui s'est passé, et donc je réponds à ta question à travers ça, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu un temps de très grand déséquilibre intérieur, voilà, un grand nettoyage. Et après ça, il m'est apparu euh, une intuition. C'est comme si tous ces clairs, ils se matérialisaient plus, mais c'est comme si je les avais absorbés. Je sais pas comment dire. C'est comme si j'avais pas besoin de voir pour voir, et j'avais pas besoin d'entendre pour entendre. Et j'avais pas besoin de toucher ou de ressentir ou de capter quoi que ce soit pour le capter. C'est très bizarre. Et ça, j'ai mis un certain temps à m'en rendre compte. C'est comme si j'étais une antenne qui avait intégré tout ça, mais que ça se traduisait chez moi dans une claire connaissance. C'est comme si je suis dans ma vie, je dois faire un choix entre deux trucs, bah je sais, c'est celui-là. Mais je sais pas d'où je le sais. Mm. Je suis face à, je sais pas, je crée la chaîne YouTube, je fais ci, je fais ça, je fais telle vidéo. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais je le fais. Et quand je le fais, on me dit toujours, ah, c'est fou, tu l'as fait au bon moment, c'est génial, etc. Alors que je ne le savais pas. Tu vois ce que je veux dire? Ça se traduit aussi par tous ces messages. Par exemple, je suis en train de faire un truc, voilà. Puis d'un seul coup, mais je sais pas pourquoi, je vais avoir cette idée, elle est importante, hein, cette idée. Je vais avoir soudainement cette idée dans ma tête, je vais prendre mon téléphone, je vais me mettre à écrire, et l'idée se déroule. Mm. Mais je cherche pas à comprendre d'où ça vient, ça se déroule. Et je balance pas, je réfléchis pas, bon, ben voilà, je le fais. Et en fait, quand je réfléchis, c'est pas pareil. Et en fait, ça se traduit comme ça aujourd'hui. Et c'est comme quand je me retrouve face à quelqu'un, tu vois. Je me retrouve face à quelqu'un aujourd'hui, et ben, c'est pas dans le jugement, hein, que ça se fait. Je suis face à une personne, je lui fais directement, euh, c'est à qui que je m'adresse? C'est à l'ego ou c'est à la personne? Je le sais dans l'instant. Même si c'est très déguisé.
Même si en apparence, on a l'impression de s'adresser à l'âme, ce n'est pas l'âme qui est aux commandes et je suis en train de parler à l'ego spirituel, tu vois, ou je suis en train de parler au personnage de celui qui veut se faire aimer, ou je sais pas. Et je le ressens dans l'instant. Je sais directement à qui je suis en train de parler. Mais je ne sais pas d'où vient cette information. C'est comme si je captais ça en permanence, mais j'ai même oublié que je le captais parce que c'est devenu une seconde nature, comme une intuition très développée. Mais elle n'est pas mise au service de questions existentielles, tu vois. Je vais jamais avoir, par exemple, des infos sur la vie après la mort. Je vais jamais avoir d'infos sur quoi que ce soit de cet ordre-là. Je vais toujours avoir des choses très concrètes ici. C'est vraiment quelque chose qui est très ancré en l'occurrence et qui se présente toujours sous la forme de choses concrètes, de terrain, d'exemples, de choses qui se passent dans l'instant. Jamais de choses qui ne se sont pas encore passées. C'est comme si c'était une sagesse de l'instant qui se déroule d'elle-même, comme un tapis rouge, et j'ai même oublié que ça se passait. Et aujourd'hui, j'ai même oublié que j'étais comme ça parce que j'ai l'impression que tout le monde est comme ça maintenant. Alors que non, je remarque que tout le monde n'est pas comme ça. Et je vois bien qu'il y a plus de gens qui se posent des questions que de gens qui déroulent. Mais c'est comme si, voilà, tout est clair, c'était intégré et ça se sait. C'est pas je sais, c'est ça se sait ou ça se voit, mais je ne sais pas vraiment qui voit. Hein, tu vois? Je sais pas comment Est-ce que l'expliquer. tu ressens des choses parfois? Ça peut être aussi physiquement ou est-ce que, je sais pas, comme un petite lanterne qui s'allume ou je sais pas, des choses. Non, pas spécialement. Ça. Et spontanément, ça vient dans ma tête. Ok, J'ai l'info qui vient dans ma tête. C'est, ça se présente sous la forme d'une pensée. d'accord. Ouais. Comme si, ouais, sous la forme d'une pensée. Par exemple, quand j'écris des textes, j'ai les textes. Ça se déroule. Et ça arrive dans ma tête. Forcément que ça arrive par un canal. Ça arrive par le canal du mental. Mais c'est comme si ce canal du mental était au service, non pas de l'ego, mais au service d'autre chose. Et c'est pour ça que je dis souvent que le mental, c'est pas le problème. Parce que le mental, c'est ce qui permet de réceptionner les idées, les intuitions, les réponses à nos questionnements. Mais quand le canal mental, il est obstrué, il est rempli d'infos, et ça m'arrive certains jours d'avoir un canal mental complètement, bon, HS, clairement. Je suis là, je dis, bah, HS, game over, hors service aujourd'hui, tu vois. Je le sais, et je vois bien que c'est pas normal. Et d'un seul coup, pouf, le canal se refluidifie, je sais pas, il se renettoie tout seul parce que je ne cherche à rien, comme d'habitude. Je vais me détendre, voilà, je vais juste arrêter de résister à ce qui m'est proposé. Et ben d'un seul coup, le canal il se nettoie et hop, ça redevient comme avant. Une espèce de fluidité. Et en fait, depuis cet espace, je me rends compte que tout se fait de lui-même. Ouais. Parce que Voilà. c'est lié à l'espace du cœur et je crois que quand on commence à ouvrir son cœur, c'est aussi, ben, ça va avec. Complètement. Et Mm. je ne saurais pas l'exprimer autrement. C'est, j'appelle ça de la claire connaissance. Ouais, C'est ouais. tu sais, mais c'est pas je sais. C'est ça se fait dans l'instant, mais sans savoir pourquoi. Et par exemple, il y a des fois aussi très bizarres, je vais parler d'un truc, souvent d'ailleurs c'est quand je parle de l'intra-terre, je vais parler de ça, et d'un seul coup je me mets à pleurer. Mais, mais voilà. Ou d'un seul coup je vais avoir une idée, et hop, ça va amener une émotion énorme, mais qui est insensée. L'idée, je sais même pas à quoi ça correspond. Tu vois ce que je veux dire? Je sais même pas de quoi je parle en fait. Et d'un Ouais, seul mais coup, il y a une connexion qui se fait à ce moment-là. c'est ça, c'est Ouais, ça. ouais. Ouais. Je regarde juste, enfin, je suis juste tombée sur une question là et j'ai envie de la prendre parce que voilà, ça fait partie aussi des choses que je voulais aborder. Donc on n'est pas obligé non plus forcément d'aller trop dans le détail, mais cette question, elle est intéressante parce qu'elle ramène aussi au chamanisme et à tout ça. Alors, je la prends, c'est est-ce du fait de ton voyage au Pérou, la vie chamanique? Je viens de voir un documentaire là-dessus. Donc, je te propose juste si tu es d'accord de répondre à cette question. Est-ce que c'est lié au voyage chamanique, tout ce que je suis en train de dire ici, c'est ça? Ou l'ouverture du cœur, c'est ça la question? Oui, je pense que c'était par rapport à ce que tu expliquais avant, à la canalisation, etc. Et Bah, voilà, l'ouverture. en fait, alors au niveau du Pérou, il faut savoir que c'est la vie qui m'a poussée à y aller, parce que moi, j'y serais jamais allée. Jamais de la vie, je m'étais imaginé aller pratiquer cette typologie de chamanisme dans la forêt amazonienne. Moi, ça faisait pas partie de mes délires, pas du tout, du tout. Je suis une personne, enfin, en l'occurrence.
J'ai fait un bad trip dans ma vie parce que j'ai mangé un space cake et je me rappelle encore. Je suis très très sensible. Fumer une cigarette, j'ai la tête qui tourne et je fais un AVC, quoi, tu vois. Donc, je suis une personne qui avait ce rapport-là avec les substances. Et je suis pas en train de dire que les substances qui ont été consommées sont du même ordre, mais n'empêche que ça produit des effets très forts. Voilà. Et donc, je ne suis pas du tout une personne qui, en tout cas, à l'époque où ça s'est présenté, j'étais pas dans cette quête-là parce que ça me faisait extrêmement peur. Je ne voulais absolument pas consommer une substance quelle qu'elle soit qui soit étrangère à mon corps parce que j'avais fait déjà des expériences juste avec une cigarette où j'étais partie chez où et juste avec un space cake, j'ai mis 72 heures à m'en remettre où je voyais les gens parler comme ça. Tu vois, voilà. Donc, du coup, j'avais une peur viscérale de tout ça. Et en fait, c'est lors d'un séjour en France où je faisais un stage de chamanisme. Bref, on fait un voyage chamanisme tambour. Hein. On fait un voyage dans le monde d'en bas et je me retrouve, à l'époque, hein, j'avais la 3D, hein, on se rappelle. Je me retrouve dans le monde d'en bas avec plein de gens là, comme ça, des guérisseurs, des tribus, des machins, je pourrais plus décrire. Et puis je les vois tous en train de préparer une décoction, préparer un truc. Et puis je vois je vois les... Mais moi je savais même pas, je n'avais même pas connaissance que ça existait à l'époque. C'est pour ça, c'est assez fou cette histoire. D'accord, je ne connaissais pas. Et je les vois avec un truc qui ressemble à une liane. Vraiment, j'ai une plante comme ça, une liane comme ça, et je les vois tous comme ça, faire des chants, des plumes, des machins, et des chants un peu bizarres. Je me dis, mais merde, mais c'était quoi ce truc? On finit le voyage, je remonte, et puis je vais voir l'enseignant, je dis, mais je fais un drôle de truc. Il était là en train de remuer un truc qui était un peu vert, brun, là, comme ça. Et il y avait cet arbre tout entortillé à côté qui tombait, là, comme ça. Puis là, il me regarde, puis il me dit, bah, tu connais pas? Je suis non, quoi. Et là, il me dit, bah, ayahuasca. Je n'avais jamais entendu ce mot. Je savais même pas de quoi on parlait. J'ai dit non, je connais pas, c'est quoi? Donc je me renseigne, effectivement, on tombe sur pléthore de documentaires qui font flipper d'ailleurs. Et je me dis, mais c'est quoi ce truc? Bah voilà, ça me fait flipper, mais en même temps, en moi, ça attise ma curiosité. Et je commence à me dire, oui, bah c'est pas pour rien que je me suis retrouvée avec ça. Ça m'est arrivé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. À chaque fois, je revivais la même chose, avec à nouveau cette potion géante, ces gens là qui chantaient, qui disaient machin. Et je me dis, mais merde! Et d'un seul coup, une nuit ou je sais plus quoi, je rêve du Pérou, en fait. Et moi, jamais de la vie, je voulais aller en Amérique latine. Ça me faisait flipper. J'adorais l'Asie. L'Asie, c'est plutôt l'air, c'est plutôt aérien. Et je me retrouve à capter que je devais aller au Pérou. Et du jour au lendemain, je sais où je dois aller. Donc, je trouve un endroit précis. C'est le jour de mon arrivée dans la rue où j'ai rencontré mon conjoint. C'est quand même assez fou. Et suite à ça, bah, du coup, j'ai été amenée à faire cette initiation qui a été l'étape la plus difficile de ma vie, clairement. Parce que, en fait, si j'avais su ce que j'allais vivre, jamais je l'aurais fait. Jamais de la vie. C'est justement parce que je ne connaissais rien, que je m'étais pas du tout renseignée, très peu. J'ai regardé deux, trois trucs, mais très peu. J'ai googlé un truc, j'ai trouvé un truc, je me suis dit, bah, vas-y, c'est là, c'est bon. J'ai pas réfléchi. Je savais même pas qu'il fallait faire de diète. J'ai même pas fait, d'ailleurs. La mongole, quoi. Tu vois. La fille qui débarque dans la forêt et qui, d'ailleurs, a peur d'un scarabée, tu vois. Les insectes, c'est pas mon truc. J'ai vu des migales grosses comme ça. Enfin, je me disais, mais c'est quoi ce délire? Et en fait, c'était assez fou parce que je dis souvent que la vie conspire. Bah là, elle a bien conspiré. Parce qu'en fait, ces plantes-là, c'est déjà un, extrêmement puissant. Deux, je ne le conseille à personne. Et trois, la particularité de ces plantes-là, c'est que c'est très en connexion avec la terre. Donc, moi, personnellement, ça m'a fait redescendre dans la terre. Pour une personne qui planait comme une petite fleur et qui était dans ses chakras du haut, là, et qui était comme ça, là, depuis 3 ans, là, eh ben, le choc a été quand même un petit peu douloureux, hein. C'est comme une seconde naissance, hein. Parce que quand le bébé, il arrive sur terre et qu'il doit descendre dans tous ces espaces inférieurs jusqu'à arriver dans son corps de chair, ben, j'ai eu l'impression de revivre ça. Bon, c'était pas sympa de le vivre deux fois, hein. J'aurais préféré vivre qu'une seule fois, hein. Donc, ici, j'ai vraiment ressenti ça comme si, ça y est, je venais à nouveau à la vie et je m'incarnais à nouveau sur cette terre, en fait. Mais que là, maintenant, j'étais incarnée et il était hors de question que je continue à planer. C'était là. Et c'est là où il y a eu une bascule. Mais ça a été extrêmement dur parce que forcément, dans tous ces chakras bio, tout allait bien dans ma vie. J'avais l'impression d'être bien. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvée dans la matière, dans cette lourdeur, dans cette densité, avec tout ce bagage que j'avais nié en survolant les autres. Bah, finalement, j'avais nié tout ce bagage. Et c'est ça que j'appelle descendre en soi. Donc ça a été la première étape qui a été brutale et que je ne souhaite à personne. Et je pense vraiment que toutes ces médecines sont fabuleuses, mais que c'est très bien quand on y est appelé, mais c'est pas du tout une bonne idée quand on a d'autres velléités, parce que c'est des médecines qui sont extrêmement puissantes et qui nécessitent une préparation que je n'ai pas eue d'ailleurs. Mais quand même, l'ironie du sort, c'est que j'ai rencontré mon conjoint à ce moment-là. Et que c'est lui qui m'a initiée.
c'est lui qui derrière m'a récupéré et m'a aidé. Parce que si je l'avais pas rencontré, jamais je m'en serais remise. Jamais. Ouais, ouais, ouais. Jamais. Je le dis On honnêtement. dit, on dit souvent ces médecines, elles viennent à nous hein, quand on en a besoin, ou quand on a quelque chose à faire ou quand on doit y être confronté. Si on va les chercher, c'est Ah, c'est c'est l'idée. pas Et c'est pas comme ça que avec les ma choses vont se faire et ça réaction, peut même être ça peut même être très dangereux. c'est Donc ça. Et voilà. avec En ma revanche, si ça réaction, vient à soi, il y a peut-être quelque chose voilà. à effectivement à aller creuser. Mm. C'est ça. Et on n'a pas besoin de ça pour évoluer, hein. Vraiment, Mm. j'ai souvent cette question-là parce que je vois que dans la substance de l'action, il y avait ça derrière, en avant-plan, en arrière-plan. On n'a pas besoin de ça pour évoluer. Et d'ailleurs, heureusement, parce que moi, je suis persuadée que ces médecines-là, on y est appelé quand on l'a déjà fait avant, dans d'autres vies. Parce que c'est Mhm. quelque chose juste pour réactiver des mémoires. Moi, c'est ce qui m'a réactivé, hein, voilà. Mais je sais qu'il existe mille et une autres manières plus simples, plus douces, de faire exactement la même chose. On n'a pas besoin de se confronter à quelque chose de violent pour s'accélérer. Mhm. La plus grande des accélérations, c'est l'amour. Et ça se fait dans la douceur, normalement. Ouais, Donc, il y a des parcours où on doit rencontrer voilà, des choses comme ça. Et il y a des parcours où c'est extrêmement doux. Et heureusement que tout le monde n'a pas besoin de ça. ouais, ouais. Ok. Voilà. Je vais peut-être encore te poser une dernière question, puis après on regardera si justement il y a aussi des questions. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à les poser dans le chat. Euh, Quel conseil tu donnerais justement à quelqu'un qui veut, qui sent il y a un appel à ouvrir son cœur et Oui. qui ne sait pas par où commencer? Donc plutôt qu'aller dans l'Amazonie prendre de l'ayahuasca, qu'est-ce que tu conseillerais? Donner, donner. C'est ça que je conseille. Donner le double, le triple, le centuple de ce que vous aimeriez recevoir. Donner. Voilà, c'est ça le conseil. C'est donner. Donner, donner, tout ce que vous pouvez donner. À chaque instant, on peut donner. Ça peut devenir un art de vivre de donner. On peut donner un sourire aux gens qui passent dans la rue. On peut donner. Alors quand je parle comme ça, les gens me disent ah, elle est bien gentille. Bah n'empêche que bah ouais, en fait, je sais pas si tu as déjà remarqué. Moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois dans ma vie. Je suis dans ma journée, j'arrive à la poste, par exemple, parce que la poste c'est un bon exemple. J'arrive à la poste et ça me fait chier, tu vois. Il y a la queue. Bon, je suis un peu excitée, j'ai plein de trucs à faire, ça me saoule. Et ben, d'un seul coup, je me mets dans la queue, une petite dame va se retourner, elle va me sourire. Hmm. Et ben, d'un seul coup, je suis trop bien. Oh, je me dis, oh là là, mais merci. Elle vient en un instant de me rappeler que tout va bien. Et grâce à elle, je viens en un instant de changer d'énergie. Grâce à son sourire. Donc ça paraît tout con, mais sourire à quelqu'un, pour plein de gens, ça paraît complètement oui machin chouette, et ça paraît vraiment, voilà. Mais je peux vous assurer que certaines personnes n'ont pas dans leur vie reçu un sourire. Pas une seule fois. Voilà. Et que juste voir quelqu'un qui leur sourit gratuitement, sans rien attendre en retour, juste parce que tu souris en fait, parce que tu es juste content de voir la personne et tu lui souris, tu lui adresses un sourire, juste comme ça, spontanément, sans réfléchir, tu lui souris. Et ben ça, c'est magnifique. Et ben ça, c'est donné. C'est gratuit de donner. Et on peut donner à chaque instant. On peut donner aussi, c'est pas forcément donner financièrement, parce que quand je dis donner, on pense toujours au financier. Mais c'est pas forcément donner de l'argent au SDF, c'est pas ça dont je parle ici. C'est aussi donner de son temps, donner de sa personne. C'est-à-dire, voilà, c'est un sourire, regarde, un autre exemple tout con, mais alors ça, vraiment, ça marche, hein. T'es dans ta voiture. Moi, j'habite dans le sud de la France. Les gens roulent comme des cons. C'est pas une idée. Franchement, c'est abusé. Il y a un milliard de ronds-points, il y a un milliard de petits machins. Enfin, c'est un bordel ici. Et ben, j'ai déjà remarqué que quand une voiture essaye de passer, tu vois, t'arrives par exemple à un truc comme ça, elle sort de la station essence. Elle aimerait bien s'intégrer dans la ligne, et c'est rempli de voitures. Il n'y a pas un connard qui va la laisser passer, tu vois. Ils sont tous à se coller, limite, pour pas la laisser passer. Et c'est une petite dame, à la limite, c'est une petite vieille, quoi. C'est trop pitié. Et ben, toi, t'arrives, et ben, véridique, hein, faites-en l'expérience, hein. Tu la laisses passer. Donc déjà, elle est trop contente, elle te fait un sourire. Donc déjà, bah, c'est génial, tu reçois directement ce que tu viens de faire, donc c'est magnifique. Elle te fait un sourire, limite elle te klaxonne, elle te fait ça comme ça, c'est trop mignon. Et bah tu peux être sûr que 3 ronds-points plus tard, quelqu'un te laisse passer. Ça marche, mais vraiment, mais c'est un truc de fou. Et c'est hallucinant de s'en rendre compte. Et c'est juste des petites actions à la con. T'es à la caisse. Je sais pas, moi, je suis sidérée de voir ça. T'es à la caisse. Je sais pas, mec. T'as un caddie qui est rempli d'affaires. T'as un petit monsieur qui arrive derrière toi avec 2 paquets de céréales. Mais laisse-le passer, bordel! Je sais pas. Le laisse pas le regarder, tu sais, genre, j'espère qu'il va pas me dépasser, lui, hein. Bah, non, mais laisse-le passer. Qu'est-ce que ça peut te faire? Qu'est-ce que ça va changer dans ta vie?
Et je Bien dis sûr. souvent que quand on donne quelque chose, c'est comme si on crée une brèche dans l'espace spatio-temporel. Et franchement, c'est vrai. Mm. Souvent, on me dit, oui, mais c'est parce que je suis pressée, j'ai pas eu le temps de la laisser passer. Oui, mais c'est souvent sous couvert d'être pressé qu'on laisse pas passer les gens, qu'on fait pas de bonnes actions. Donc, par exemple, le petit vieux derrière, tu vas dire, oui, mais bon, il est petit vieux, il peut attendre, après tout, il est pas pressé, moi, je suis pressée. Et ben, c'est dommage. Parce que quand on donne, on crée une brèche spatio-temporelle. C'est-à-dire, c'est comme si le temps, en l'espace d'un temps, il s'arrête. Oui. Il s'étend, il se ralentit. Et le fait de donner élargit le temps. Littéralement, parce qu'en fait, quand on rentre dans l'espace du don, on rentre dans l'instant présent. Et cet instant est un instant sans temps. Donc, c'est un instant élargi dans le temps. Et c'est magnifique de pouvoir le vivre. Et ça peut se faire à chaque instant dans le quotidien. Voilà. C'est Donc, vraiment, effectivement, il y a un switch énergétique qui se fait ah, si, c'est un truc de fou. si on essaye de le ressentir. C'est un C'est truc de ça. fou. Mm. Truc de fou. Et franchement, c'est tout con. Mais après, en fait, et puis c'est pas se dire intérieurement, il faut que je donne. Non, non, c'est spontanément. En fait, à force de revenir dans cette espace de spontanéité intérieure, et ça, cette spontanéité intérieure, elle revient au fur et à mesure que l'on ose regarder en soi. Donc le point de départ, c'est ça. Pour s'ouvrir à l'amour, déjà, il faut s'ouvrir à l'amour en soi. À force qu'on va s'ouvrir à cet amour en soi, c'est-à-dire arrêter de résister à ce que l'on ne veut pas voir en soi, arrêter d'analyser, arrêter de chercher à tout comprendre, tout ce que j'ai dit juste avant. On va créer cet espace en soi, cet espace de spontanéité, cet espace de l'enfant intérieur, qui va jaillir spontanément comme une étincelle et qui va nous donner cette joie spontanée et qui va s'offrir au monde. Et c'est ça, rayonner. C'est Oui. juste ça, c'est pas je veux rayonner ou je rayonne. C'est ça rayonne à travers moi. Mm. C'est pas moi qui rayonne en fait. C'est ça rayonne. Et Mais ça rayonne tellement, pourquoi? Parce que tellement. voilà, je suis connectée à ce cœur d'enfant, je suis connectée à cette spontanéité et cette joie. Et depuis cet espace-là, je sais pas pourquoi je souris. Mais Mm. c'est même pas que j'ai envie de sourire, c'est ça sourit. Je sais pas comment l'expliquer. C'est Ouais, et presque après, débile. c'est exponentiel. Ça fait vraiment comme une sorte de flux positif, hein. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et c'est infini. Et c'est ça qui est chouette aussi là-dedans. Parce que souvent, dans cette société, on a tout quantifié, tu sais. On fait ça pour ça, nan, nan. En fait, c'est quantifié, c'est calculé, c'est chronométré. Ce qui est génial avec ça, c'est que ça fait sauter tous ces boulons. C'est infini. C'est intemporel. De toute façon, l'amour, c'est infini et intemporel. Donc, tant que je suis dans une notion finie et temporelle, j'y suis pas, en fait. Parce que l'espace de l'amour, c'est un espace en dehors du temps. Ici, je parle du véritable amour. Je parle pas juste de faire un bisou à son conjoint parce qu'on l'aime, hein. Non, non, cet amour, on ne peut se connecter qu'à l'amour que depuis cet espace de la présence. Et le fait de donner à autrui nous connecte à la présence. Mhm, mhm. Voilà. Et ça peut être un don, mais c'est après on peut imaginer mille et une choses. Enfin moi je pense surtout à ça parce que c'est surtout mes activités du quotidien. Mais c'est des petits trucs, c'est des petits gestes. Ma grand-mère disait toujours, tu sais, dans la vie, soit tu apprends à te réjouir des tout petits trucs, soit tu attends toujours qu'il se passe un truc immense et tu seras toujours malheureux. Mhm. Donc c'est juste des tout petits trucs. Tiens, tu te lèves un matin, tu vois que je sais pas, ta mère elle est pas très bien, bah tu lui passes un petit coup de fil. Qu'est-ce que ça va te coûter? Dis ouais mais non, mais je vais pas appeler ma mère, elle fait chier. Tu vois, c'est tout con en fait, c'est donner. Et ça commence par le temps, donner de son temps. Exactement, exactement. Et j'aimerais aussi peut-être rajouter savoir s'émerveiller. Ben oui. Bon, Oui. ça, c'est très lié, mais c'est vrai que je remarque aussi à quel point, quand on recommence aussi à s'émerveiller, parce que parfois on oublie finalement, on est pris dans le quotidien et on voit que le négatif, on voit que le mauvais, alors il y a tellement de belles choses autour de soi, et puis il y a du don de partout si on veut bien aussi le voir. Et c'est là où ça va dans les deux sens. Justement, Complètement. donner et puis savoir apprécier aussi ce qui vient à nous, être dans cet émerveillement constant. Complètement. Complètement d'accord avec toi. Oui, oui, complètement. Mm. Merci, merci beaucoup. Je vais Oui, peut-être voir si on a quelques questions. On va carrément. peut-être prendre deux, trois questions. Alors, tiens, bah là, il y en a une qui est intéressante. Du coup, c'est quoi la différence entre le fait de donner et l'action désintéressée? Ah, et oui. Bah, en fait, l'action désintéressée, c'est donner gratuitement. C'est-à-dire, alors c'est très subtil, hein, parce qu'il y a des fois, on se rend pas compte, mais on va donner, par exemple, on va donner quelque chose pour, euh, pour avoir de la reconnaissance, pour être bien vu, pour avoir fait une bonne action. Tu vois, c'est con, mais ça, c'est intéressé. C'est je donne parce que comme ça, je me sentirai mieux parce que j'ai fait ma bonne action. Par exemple, quand tu vois un SDF,
Combien de fois je me suis posé la question, moi, intérieurement, attends, je suis en train de lui donner une pièce ici pour me donner bonne conscience ou vraiment juste par une action de grâce et par juste une envie de donner spontanément? C'est quoi qui anime mon action? Ah ben non, c'est parce qu'il me fait pitié en fait et que je veux me sentir mieux et donc je lui donne. C'est ça qui anime. Donc ça, c'est pas désintéressé. Mais c'est déjà un don, donc c'est déjà génial. Je dis souvent que de toute façon, il vaut mieux donner avec derrière, bah oui, on n'est pas complètement désintéressé, mais on chemine et c'est OK que de rien donner du tout. Oui. Je dis souvent que de toute façon, pour saisir ces nuances-là, il faut l'expérimenter. On me dit souvent comment tu peux savoir si tu fais une action depuis l'espace de l'ego ou depuis l'espace de l'âme. Bah, tu ne te rends compte qu'en le faisant. Mm. Et Mm. souvent après l'avoir fait. Oui. Un enfant ne se rend compte de quelque chose qu'une fois qu'il l'a fait. Regarde, par exemple, tu dis à un enfant, bah, attention, le feu, ça brûle. Touche pas mon chéri, attention, le feu, ça brûle. Mais le gamin, qu'est-ce qu'il va faire spontanément? Il va mettre sa main dans le feu. Il sait pas ce que ça veut dire brûler. Il a besoin de ressentir la brûlure pour comprendre que ça brûle. Et ben, c'est la même idée ici. On a besoin de donner de manière pas désintéressée pour comprendre ce que ça veut dire. Et on le comprend uniquement par l'action. On le comprend, si on le comprend cérébralement, bah, ça reste très cérébral. Mais pour intégrer quelque chose, il faut le vivre. Il y a une différence entre savoir et connaître. Connaître, c'est du domaine du ressenti, de l'expérience, c'est intégré dans nos cellules. Savoir, c'est le voir. Donc, c'est savoir, c'est comprendre. Tout ça, tout le monde sait. Ça, c'est facile à faire. Par contre, le connaître, c'est-à-dire naître avec, c'est-à-dire le ressentir comme quelque chose de vrai en soi, c'est deux choses différentes. Et ben, pour connaître, il faut faire l'expérience. Donc, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de grands savants ici, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui ont de la connaissance. Mhm. Parce que la connaissance jaillit d'expérience, alors que le savoir jaillit d'un bouquin. Il suffit juste de le lire, tu vois. Tout à fait, tout à fait. Puis je crois aussi que parfois il faut être indulgent avec soi-même. Au début, Complètement. quand on ne sait pas faire quelque chose, on a le droit de le modéliser, même si ça part pas toujours de l'espace le plus pur, mais d'essayer. Et au fur et à mesure, ça va s'intégrer automatiquement, ça va devenir finalement quelque chose d'inné. Complètement. Et une personne comme ça, un jour, moi, ce qui m'a fait un déclic, parce que j'étais comme ça aussi avant, je voulais toujours bien faire. Donc ça, c'est un petit personnage. Moi, je l'appelle la bonne élève, d'accord? Et ben, Je connais très bien. voilà. Une fois, une personne m'a dit la chose suivante. Mais t'en as fait tilt. Et depuis, je l'ai arrêté de jouer en main. Elle m'a dit, je me rappelle même plus qui c'est, je me rappelle même plus quand c'était. Cette personne m'a dit, tu sais, quand tu ne fais pas parce que tu as peur de te tromper, et ben sache que en fait, tu n'alimentes enfin, c'est à nouveau de l'ego en fait. Parce que souvent, tu te dis, tu es face à une situation, par exemple dans l'exemple du don, tu veux pas le faire parce que tu te dis, ouais, mais c'est pas bien de donner si t'es pas désintéressé. Donc ça part à la base d'un sentiment positif. Tu as envie de bien faire, tu as envie d'être dans l'amour. Donc sous couvert d'amour, on nourrit parfois son ego. Donc en fait, finalement, celui qui nous empêche de faire, c'est l'ego. Donc quand je ne fais pas, je nourris mon ego. C'est ça qui est intéressant à voir. Alors que quand je fais, justement, je rentre dans l'action et je rentre dans une voie qui va me permettre de le mettre en lumière. Alors que quand je fais pas, par exemple, moi je me rappelle sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, j'ai mis un certain temps avant de parler de moi. Tu vois, de faire des vidéos où je raconte ma vie. Parce que je trouvais ça très égoïste. J'étais là, ouais, les gens, là, les youtubeuses, les influenceuses, là, sur les réseaux pendant des heures, elles racontent leur vie. Ah non, mais ça craint, non, mais c'est abusé. Et je jugeais, mais terriblement, les gens qui faisaient ça. Je trouvais ça égoïste, égocentrique, narcissique. Et j'étais pas méchante, hein. L'espace en moi qui faisait ça était très méchant. Et puis un jour, je me suis rendu compte que ce qui me faisait le plus peur, c'était finalement de raconter ma vie. Et là, je me suis dit, putain, il est vicieux quand même. Il a passé des années à répéter à l'intérieur de moi, je parle du personnage, qui répète à l'intérieur de moi en boucle que tous ces gens, ils sont égocentriques, narcissiques, alors qu'en vérité, c'est juste là pour masquer le fait que j'ai peur de me montrer vulnérable vis-à-vis des autres. C'est ça que ça masqué. Le jour où j'ai fait cette première vidéo où j'ai balancé ma vie, je peux te dire que je me suis chiée dessus dans l'instant. Mais ça a été tellement libérateur de enfin oser le faire. Et c'est en le faisant que je me suis rendu compte que pendant toutes ces années, je m'étais enfermée dans l'ego à ce sujet-là. Et ça a fait sauter une croyance dans l'instant grâce au fait de le faire. Ben voilà, exactement ça. Par l'action, on désengramme. Complètement. Et souvent, hein, ce qui va peut-être nous déranger chez quelqu'un ou ce qu'on va juger ou critiquer, c'est ce qu'on doit explorer soi-même. Et c'est comme ça aussi qu'on va transformer cette peur en amour, parce que c'est quelque chose
qui réveille des peurs finalement. Et voilà, bah, on y va par l'action, c'est pas confortable, on fait justement ce qui est peut-être le plus inconfortable. Et là Ouais. aussi, puisqu'on parle de cette ouverture de l'espace du cœur, c'est là que tout C'est un s'ouvre. peu de fou. C'est un peu de fou. Ah oui, vraiment. Mm. Je vais voir s'il y a encore quelques questions. Alors, si vous avez des questions à poser, c'est le moment. J'essaie de remonter sur le fil. Je ne sais pas, Charlotte, si toi aussi tu vois une Là, des j'arrive pas, questions. là, je me galère chez vous. Et en plus de ça, je bug. J'adore. Attends. J'en ai vu passer une, justement, mais coucou. Et ouais, bah oui, j'ai Marion qui dit, je crois qu'il vaut mieux faire, quitte à se rendre compte que c'est peut-être une part égotique, mais au moins tu te vois le penser et ça désamorce la bombe. Mais c'est carrément ça! Mais je suis carrément d'accord. Bon, de toute façon, forcément, hein, on est assez en phase, mais ouais, non, mais complètement. Complètement. Après, je dis pas que c'est universel, hein, ce que je suis en train de dire, hein, pas du tout, hein. Euh, ah oui, aujourd'hui, attends, merde. Oh là là. Aujourd'hui, Il y a beaucoup de commentaires, hein. C'est pas évident de remonter. non, c'est Alors, trop beau. Ils sont trop beaux, tous ces commentaires-là. c'est adorable. Franchement, mais merci à tous pour votre participation, pour ces mots du cœur. Enfin, l'amour, là, je le ressens Et beaucoup, oui, beaucoup. et l'ego, qu'est-ce qu'il nous joue des tours? Mais c'est fou, hein. Franchement, mais je me suis sentie ridicule suite à cette histoire. Je me suis sentie ridicule, hein, vraiment. Je me suis dit, mais toutes ces années à juger les autres qui faisaient ça, pour finalement me rendre compte qu'en fait, c'est parce que je me flippais sa race de le faire. Ah, je me suis retrouvée très, très dans un moment d'extrême solitude, hein, en me rendant compte de ça. Ça, c'était très rigolo. J'ai passé un bon moment avec moi-même. Ouais. Non, mais je crois qu'il n'y a pas trop d'autres questions. Il n'y a pas trop d'autres questions, donc on va s'arrêter là. Ouais, c'est trop chouchou. Mais Bah, merci. merci infiniment Charlotte, parce que ce soir, ben voilà, tu nous as fait un don magnifique. En tout cas, je suis vraiment très reconnaissante. Plein d'enseignements hyper riches, hyper pointus, comme d'habitude. Donc vraiment, c'était un grand honneur d'avoir ta participation. Je suis très touchée. C'est gentil. Je remercie aussi voilà, tous ceux qui nous ont rejoints. Je dois pouvoir le mettre en replay, je crois. Donc, Oui, 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 voilà. oui, on en Et puis, discutera, s'il y mais a carrément. d'autres questions, n'hésitez pas voilà, à les poser et puis on les reprendra au fur et à mesure. Ok. Mais en tout cas, oui, effectivement, merci, tellement inspirant, vraiment, très, très inspirant. Merci beaucoup. Merci, Charlotte. Je te souhaite de magnifiques fêtes Bah ainsi oui, qu'à toi tes aussi. proches. Je vous souhaite à tous ici de très, très bien terminer ce cycle et de recommencer le nouveau. Et on va se retrouver l'année prochaine. Il y aura beaucoup de choses, beaucoup de partages. Je sens que ça va être aussi très, très riche 2022. Ouais, tout à fait. Oui, oui, c'est ça. Merci Bon, beaucoup. Marie-Louise, merci beaucoup. Merci à toi encore et merci à tous pour votre présence. C'est trop chouchou. Gros Merci bien. bisous. Gros Bonne bisous. fête à tous et bonne fête à toi. Gros bisous, bisous, bisous. Bye bye.